5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. Si vous êtes un utilisateur de charbon de bois, sachez qu'il existe de nouvelles conditions de transport. Selon une note signée du ministre du Cadre de Vie, la quantité de charbon de bois accordée aux particuliers par moyen de transport est fixée à 2 sacs. Celle accordée pour le bois de chauffe est d'1 ster et l'acheminement de ces produits forestiers est conditionné par la détention d'un titre de transport. Quels sont les réels enjeux de cette décision? Évidemment, on vous en parle dans le forum de discussion. Et on vous parlait il y a quelques semaines de ce délai accordé aux occupants de la berge lagunaire est de Cotonou. Le ministre du Cadre de Vie leur avait donné jusqu'au 6 janvier dernier pour partir des lieux. Finalement, l'injonction a été reconsidérée avec d'autres paramètres pris en compte. On vous dira tout à ce sujet. Et hier, Donald Trump a prêté serment. Il devient le 47e président des États-Unis d'Amérique et il a tout de suite annoncé la couleur dans son discours ultra long. Production d'hydrocarbures, sortir de l'accord de Paris, eh bien il n'a pas attendu longtemps avant d'annoncer la couleur. En plateau avec moi pour décortiquer tous ces sujets, Alain Tossono, bonjour et bienvenue. Bonjour Evan. Comment allez-vous? Très bien. Cécile Godot, comment allez-vous? Bonjour et bienvenue. Ça va bien, bonjour Eman. C'est un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Et vous avez vu aussi cette note signée du ministre du Cadre de Vie au sujet des sacs, en tout cas du transport des sacs de charbon. C'est pas une très grande nouvelle pour les vendeuses non plus. Hein. Là, on y a assis. Mais c'est quand même une grande nouvelle pour tous ceux qui militent pour la protection de l'environnement et notamment pour une gestion vraiment rationnelle et durable de nos ressources forestières. C'est une note qui secoue plus d'un, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive, mais j'estime quand même qu'il fallait la prendre, quitte à ce qu'on fasse le débat maintenant sur la mise en œuvre, comment est-ce que tout ça va s'appliquer, comment amener les Béninois à pouvoir remplir ces formalités autour du transport des sacs de charbon et du bois de feu. Alors, quand vous observez un peu tel que ça fonctionne aujourd'hui, tout le monde est devenu commerçant de charbon. Tout le monde. Il y a les commerçants officiels et il y a ceux qui ne le sont pas officiellement et qui commercialisent le charbon. D'aucuns diront que cette mesure vise peut-être une certaine catégorie de Béninois. On cite de plus en plus les conducteurs de taxi, ceux qui font un peu les trajets hors de Cotonou. En revenant, c'est eux qui ramènent des sacs de charbon. Mais je pense que tout le monde... Il y en a aussi qui contournent le système officiel et lorsqu'on va en mission, on trouve le moyen justement de mettre quelques sacs, même dans les véhicules administratifs, même quand c'est interdit, des véhicules de l'État dans lesquels on met des sacs de charbon. Quand certains fonctionnaires béninois vont en mission, il faut ramener un sac de charbon à la belle-mère, il faut ramener 2 sacs de charbon à la maison pour l'épouse et tout. Mais tout ça n'est nulle part retracé. Tout ça n'est pas documenté. Et donc, quand on opte pour la mesure prise maintenant par la Direction générale des eaux, forêts et chasses, quand même, je pense qu'il y aura une certaine traçabilité parce que, comme je l'ai dit, quelque part, il y a les commerçants officiels qui payent des taxes, qui payent les redevances normalement pour ça. Et à côté, il y a également cette filière qui se développe sous les yeux de tout le monde. Et puis, ça passe non seulement dans l'informel, mais on prend l'argument de l'utilisation domestique de ces sacs de charbon-là, alors que ça c'est destiné à d'autres fins. Donc, j'estime qu'il fallait la prendre. Comme je l'ai dit, comment est-ce que ça va être mis en œuvre? Comment est-ce que les Béninois se conforment à cette mesure? Là, on peut faire également le débat, à mon avis. Alain Tossono, justement, quelle est votre analyse sur cette question-là, la décision ou la note du ministre du Cadre de Vie? Bon, il fallait à un moment donné réguler, comme l'a dit Cécile, voir des sacs de charbon comme ça. On ne savait, c'était difficile dans ces conditions d'évaluer même, c'est-à-dire on ne sait pas au Bénin combien de sacs de charbon on utilise. Or, ça, on a besoin de le savoir pour mieux planifier tout en ce qui concerne le bois de feu, pour évaluer la quantité dont on a besoin véritablement. Parce que, à côté, et c'est là où, au-delà de cette décision, il faut peut-être espérer que les eaux et forêts travaillent à mettre à la disposition donc, des gens des essences qui permettent véritablement donc, de pouvoir utiliser pour le bois de feu. Donc, sans cette évaluation, c'était difficile donc de savoir combien de quantité on utilise par an au Bénin. On ne savait pas. Donc, je crois qu'au-delà de cette traçabilité, c'est maintenant de voir
quelles sont les mesures que l'on doit prendre pour même chercher des alternatives. Parce que pour nous qui défendons l'environnement, quand on voit des sacs de charbon et tout ça, ben, à côté donc de l'utilisation qui est faite, on se demande, mais est-ce que ce n'est pas beaucoup de bois derrière, c'est des forêts qu'on est en train de dégrader et tout ça. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter là. Et c'est là où je pense qu'il faut encourager le gouvernement et aller plus loin. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas quels sont les bois qui sont utilisés pour fabriquer ce charbon-là. Et ça, il faut aller jusqu'à là. On ne sait pas. Lorsque vous voyez les camions de charbon, on ne sait pas d'où ça provient. Et vous avez souvent des essences qui ne sont pas destinées au bois de feu. Et là, lorsqu'on rentre dans la brousse, on abat l'arbre que l'on veut. Tout ça, je pense qu'il faut que cette réglementation puisse aller à ce niveau-là pour qu'à un moment donné, qu'on ait quand même une clarté en matière donc d'essences qui sont destinées au bois de feu ou non. Donc moi, j'attends de savoir, au-delà de ça, qu'est-ce que la Direction générale des eaux et forêts veut bien entreprendre pour que nous puissions avoir quand même bien savoir aujourd'hui quelle est la quantité qu'on utilise donc pour le charbon et tout ça. Mais derrière aussi, en termes de mesures, c'est à côté, parce que là maintenant on va freiner un peu l'utilisation du charbon. Mais quelle est l'alternative? Quand on voit à côté comment le prix du gaz évolue, on ne sait pas. Donc si on veut freiner l'utilisation donc du charbon, ça veut dire que on doit voir dans quelle mesure peut-être revoir le prix du gaz pour le rendre beaucoup plus accessible afin que les gens puissent davantage utiliser le gaz que le bois de feu. Mais il y a aussi quand même une question qui se pose, Cécile. Comment est-ce qu'on fait pour contrôler tout ceci? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de décisions, mais dans l'application, cela pose un gros problème. Comment est-ce qu'on fait pour contrôler ça? Mais c'est à deux niveaux. Et le premier niveau, déjà, c'est ce qu'on demande aux citoyens. Si tu prends 2 sacs de charbon aujourd'hui, il y a une formalité à remplir. Et si vous le faites en ligne, là, on a des données à traiter. Et ces données permettront maintenant de faire des prospections et d'avoir des statistiques, comme le disait Alain tout à l'heure. Pour contrôler ça, si tout le monde pouvait respecter cette mesure. Mais comment on va expliquer à la bonne dame, à la vieille mère d'Avogbanan, qui vend son Atassi depuis 30 ans, qu'il lui faut maintenant aller remplir des formalités en ligne? Comment est-ce qu'elle comprend ça? C'est pas elle qui transporte le sac de charbon. À moins qu'elle laisse d'abord l'étalage, qu'elle aille chercher une voiture pour transporter le sac de charbon. Celui qui doit lui apporter le sac de charbon, c'est une chaîne, au fait. C'est le transporteur qui doit avoir ce titre de transport, qui doit remplir cette formalité. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de comment est-ce que les citoyens pourront s'y conformer. Il y a celui qui produit, il y a celui qui produit le bois, et celui qui transporte et celui qui l'utilise directement dans les ménages et tout. Mais c'est beaucoup plus le transporteur qui est au cœur de cette mesure-là. Et donc, si tout le monde respectait ça, on aura des chiffres, on aura la traçabilité, on saura quel volume on a transporté, combien de sacs peut-être sortent de telle région ou de telle région du Bénin qui atterrissent dans telle région. Et donc, on pourra, sans ces choses-là, on n'arrive pas à planifier. Sans ces choses-là, on ne peut pas se projeter dans le futur. Et c'est important. Et l'autre volet aussi du contrôle, si certaines personnes arrivent à contourner tout ça, ne le font pas et mettent des sacs de charbon et montent sur la voie et rencontrent des agents qui sont censés les arrêter, qui sont censés contrôler. Et là, on fait comme on a l'habitude de le faire, un peu de copinage et puis on ne leur tient pas rigueur, on ne réprime pas. Ça va fausser également ce besoin de traçabilité que cette note de service porte. Allez, il y a un rigorisme dont il faut faire preuve derrière pour que cette mesure-là puisse prospérer. En soi, la mesure, on est tous d'accord qu'elle n'est pas mauvaise. Il la fallait pour pour la préservation de l'environnement, parce que lorsque vous voyez les camions circuler avec des sacs et des sacs, vous vous demandez, mais il y a tout ce bois-là au Bénin et puis il fait autant chaud, ou est-ce que les gens vont abattre ces bois-là pour en faire du charbon? Non, je pense que la mesure, elle est bonne. Maintenant, il faut toujours, quand on prend une décision, les conditions de succès. Et le contrôle, ça, c'est l'une des conditions. Est-ce qu'on a pris toutes les dispositions pour s'assurer que cette décision sera respectée? Maintenant, au-delà, comme je dis, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui lorsque tout l'argent
qui va être aujourd'hui que l'État va encaisser, il faut que l'État soit en mesure donc de financer la mise en terre d'un certain nombre d'essences pour le bois de feu. Et c'est ce qu'il faut souhaiter du gouvernement. Parce qu'on sait que derrière, ce sont des forêts qu'on détruit, ce sont, voilà, aujourd'hui, on fait le point des forêts classées, on sait qu'il n'y a plus rien. Et même les quelques rares forêts que nous avons, ce qui se passe souvent, c'est quoi? Lorsque vous restez au bord de la voie, vous voyez quelques arbres, mais quand vous allez à l'intérieur, il n'y a plus rien. Parce que les gens, ils vont à l'intérieur, ils abattent tout ce qu'il y a comme parfois vous avez des arbres centenaires et autres. Quand les gens n'en ont plus pour fabriquer du charbon, maintenant ils ne font plus la distinction entre les différentes essences et ils abattent ce qu'il faut abattre. Or, on sait que traditionnellement, il y a des bois qu'on conserve et qu'on n'abat jamais. Aujourd'hui, on ne fait plus la distinction entre le bois qu'on doit utiliser pour le charbon et celui qu'on ne doit pas utiliser. Donc, je pense que il faut que la mesure aille au-delà et qu'il faut sensibiliser. Il faut un temps aussi de sensibilisation parce que tout se fait en ligne. C'est pas toujours évident que les transporteurs aient accès à l'Internet et tout ça. Là, ça fait partie peut-être, on peut peut-être voir dans quelle mesure les sensibiliser pour que progressivement, donc ils puissent rentrer dans la danse. C'est une bonne mesure, mais comme je dis, derrière cette mesure-là, si l'idée est d'évaluer effectivement la quantité, le volume donc de charbon utilisé par les ménages béninois, mais il faut aller plus loin pour dire si l'objectif c'est la protection donc de la nature, c'est de faire en sorte que effectivement qu'on puisse promouvoir donc mettre en tête des essences qui permettent véritablement donc de produire du charbon et du bois de feu. Alors Cécile Goudou, on parle aujourd'hui désormais de 2 sacs maximum par ménage, dans des ménages où il y a une forte densité, où on va même jusqu'à 3-4, ou pour des commerçantes qui font tout à base de charbon de bois. Comment est-ce qu'on fait pour compenser ce déficit quand on sait que derrière, le prix du gaz domestique n'est pas forcément accessible à tout le monde? Comme le disait déjà Alain, il faut faciliter l'alternative. Si le gaz est trop cher et qu'il y a des mesures restrictives également sur la consommation du charbon, eh bien les ménages sont pris entre deux feux et ça va être difficile. L'autre chose, quand on dit 2 sacs au maximum, on ne vous dit pas si vous transportez 2 sacs, ça fait au mois prochain que vous allez transporter encore 2 sacs. Ce n'est pas ça. C'est que si tu transportes 2 sacs lundi et que vous avez une grande famille, je ne sais pas quelle quantité de nourriture vous préparez, à moins que ce soit un maquis ou un restaurant, si tu finis les 2 sacs et que tu dois aller acheter 2 sacs encore, c'est que c'est le même processus. Il suffit qu'on arrive à tracer. Et comme ça, on évalue également la consommation. Ce n'est pas qu'on dit que, bon, Herman, dans ton foyer, tu ne prends que 2 sacs au mois de janvier. Ce n'est qu'en février que tu vas prendre 2 sacs. Tu peux prendre 10 sacs dans le même mois. Mais tu payes les redevances de transport pour ça. Et puis, on sait que tel nombre de sacs ont été transportés et puis on a rempli les formalités autour. Donc, il faudrait qu'on ait du détachement par rapport à la mesure, par rapport à la note de service et qu'on prenne le temps vraiment de voir le contenu. Et comme le disait aussi Alain, il faut des mesures de sensibilisation quand on prend une telle décision. Pour une population qui est déjà habituée à consommer énormément le charbon et une population aussi qui n'est pas totalement lettré, dont la majorité n'est pas lettrée, parce que quand vous voyez un peu la formalité à remplir, si c'était juste comme on remplit les choses en ligne sur le service public en ligne et puis vous payez par Momo, c'est tout. Mais aujourd'hui, pour cette mesure, il faut une boîte. Vous avez besoin d'une boîte électronique parce que la quittance va dans votre boîte au cas où il y aura contrôle et tout, vous ne l'aurez plus sur vous. Combien de chauffeurs, ceux qui transportent ça, ont une boîte électronique aujourd'hui, qui savent comment créer ça et suivre tous ces mouvements-là sur le compte. Ça aussi, c'est un autre volet sur lequel il faut travailler vraiment, sensibiliser les gens, ceux qui ne le peuvent pas, comment ils peuvent se faire aider et tout, avant vraiment de mettre tout ça en branle à mon avis. Alain, il y a une question importante, à un moment donné, il faut se la poser. Faut-il continuer par commercialiser du charbon de bois dans notre pays? Pour l'instant, si on n'a pas d'alternative, les gens vont manger comment? Tu vas manger ton atassi comment? À l'énergie solaire. Donc je pense qu'il faut une transition vers d'autres alternatives. Donc il faut se préparer à cela. Et cela a un coût. Et comme je le disais tout à l'heure, si on veut finir avec le charbon, ça veut dire qu'il faut rendre accessible le gaz, il faut revoir le prix du gaz et autres. Mais il y a aussi d'autres alternatives qu'il faut chercher. Aujourd'hui, on peut produire aussi du gaz chez nous, avec les fientes de volaille, avec la boue de vache et tout ça. On a vu ailleurs. Surtout pour l'usage domestique, on n'a pas besoin forcément d'abattre les arbres et de fabriquer du charbon pour.
Donc, il faut aller vers ces alternatives-là. Et l'État a la responsabilité, le gouvernement a la responsabilité d'encourager. Il y a déjà des expériences. On a beaucoup d'entrepreneurs qui essaient, vaille que vaille, de promouvoir la biomasse et tout. Mais il y a aussi comment on appelle, l'énergie solaire qui est là. Donc, toutes ces énergies alternatives, il faut vraiment les promouvoir si tant est qu'effectivement on veut finir avec le gaz et avec le charbon. Mais ça, il faut du temps. Il faut du temps, il faut de la sensibilisation. Et il y a aussi l'enjeu majeur, ça va être le coût. Et comment on fait? Qui va supporter ce coût-là? Mais comme on le dit, la protection de l'environnement, derrière, il y a le coût. Donc, c'est important d'être conscient, de dire, bon, ok, si nous voulons véritablement réduire, je parle de réduire, on ne peut pas complètement finir avec le charbon, ce serait vraiment, pas aujourd'hui de toute façon, mais on peut donner l'exemple et dire que le Bénin veut vraiment faire cette transition-là. Mais là, il faut du chemin et cela a un coût derrière. Cécile, c'est votre avis aussi? Oui, c'est mon avis. C'est une question de temps sur la durée. Il faut travailler à tout ça. Et si les alternatives sont plus accessibles et moins coûteuses, le marché du charbon va s'atténuer de lui-même. Il n'y aura même pas besoin d'un gendarme pour pouvoir réguler tout ça. Quand il parle de biogaz tout à l'heure, on encourage les ménages à le faire. Mais les petites entreprises aujourd'hui qui proposent le mécanisme, le matériel pour fabriquer le biogaz, le moins cher, c'est tout au moins 200, 300 000. Combien de ménages béninois peuvent se payer ces mécanismes-là? Est-ce qu'on a pensé à la subvention? Est-ce qu'on a pensé à l'accompagnement de ces alternatives-là? Toutes ces choses vont permettre d'atteindre vraiment l'objectif de réduire un peu la consommation du charbon. C'est autant d'éléments qu'il faut mettre dans le même panier pour pouvoir prendre la décision et non sortir juste la lutte contre l'utilisation abusive du charbon, la déforestation et tout, sans prendre en compte tous ces paramètres-là qui vont faciliter vraiment l'atteinte de cet objectif-là. Il n'y a pas que le charbon de bois, hein, il y a aussi le bois de feu. Donc, dans l'acheminement est d'un ster. Un ster, ça c'est pas grand-chose, non? Ah oui, bon, ben, on va voir. À l'application, il faut voir comment la mesure sera appliquée. Après, on va évaluer. On va voir comment ça se passe, quelle est la réceptivité donc, des populations. Et en fonction de ça, on va revenir ici pour faire le débat. Alors, la question de savoir s'il faut continuer par commercialiser du charbon de bois dans notre pays a été également adressée aux internautes. On va tout à l'heure découvrir leurs avis sur la question. Ils ont été nombreux à réagir sur nos canaux digitaux, notamment via la page Facebook de l'ORTB de Bénin Télévision, mais également de 5 sur 7 matin. Maurice Tantan va se faire le plaisir donc de nous livrer les avis de nos amis internautes, parce que c'est un sujet qui touche directement évidemment le quotidien des Béninois. J'ai vu un commentaire qui disait, mais écoutez, si on supprime le charbon de bois, le jour où vous êtes en train de cuisiner le gaz fini, vous faites comment? On a tous forcément un charbon à côté qu'on attrape le temps de finir le repas. Maurice Tantan, bonjour. Bonjour Rodrigue Herman Améguin, bonjour à tous et bonjour à toutes. La question du jour, je l'ai rappelé tout à l'heure, qu'ont-ils pensé les internautes? Les internautes ont été très très nombreux, comme vous l'avez dit, c'est un sujet qui touche les populations béninoises. Ils ont été des centaines à avoir réagi sur nos différents canaux, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter également. Et s'ils ont été nombreux à avoir réagi, il faut dire que la tendance est à l'approbation de la continuation de la commercialisation du charbon de bois dans notre pays, avec quelques nuances. Il y en a qui estiment qu'il est quand même dangereux de continuer à utiliser le charbon de bois du fait de la déforestation et de la désertification que ce matériau-là cause dans notre pays. Mais ils estiment que si on veut réduire, voire éliminer l'utilisation du charbon de bois dans nos pratiques de cuisson, il faudra que le gouvernement, en tout cas l'État, puisse subventionner le gaz domestique, parce que beaucoup ont estimé que si en milieu urbain le gaz est déjà cher et inaccessible, qu'en sera-t-il dans les zones périurbaines et rurales si on en vient à imposer l'utilisation du gaz ou carrément à interdire l'utilisation du charbon de bois à tous. On va voir donc les avis, je l'ai dit, ils sont très nombreux. Je commence avec
Maintenant, Piclaver à Dao qui nous écrit que le charbon de bois est un moyen de cuisson utilisé donc à presque 90% par les Béninois ou même 100%, car ceux qui ont du gaz chez eux utilisent aussi du charbon pour faire cuire certains aliments ou même utiliser ponctuellement en cas de rupture du gaz et par ricochet. C'est une source de revenus sûre pour d'autres. Et donc, pour répondre à la question, écrit-il, je dirais dans un premier temps, oui, il faut continuer à commercialiser le charbon de bois parce que pour le moment, les moyens qu'on nous propose, qu'est le gaz, est premièrement très cher, donc pas à la portée de tous, et encore son utilisation reste dangereuse selon Mettons-nous Piclaver à Dao. Il dit que dans un second temps, non, parce que cela contribue à la destruction de nos environnements, donc contribue au changement climatique. Le gouvernement doit penser à une formation à l'utilisation, à réduire le coût du gaz, encourager la production du charbon écologique. Autre commentaire sur la question du jour, Crescent Aïbaba dit oui, il faut continuer, c'est même une nécessité puisqu'on ne peut vivre sans le charbon, surtout dans les grandes villes. Tout le monde n'a pas les moyens pour utiliser le gaz et en considérant cet aspect de la vie, on ne peut jamais cesser de commercialiser le charbon de bois, histoire de permettre à chacun de vivre comme bon lui semble. Mohamed Kassim Olaoumi nous écrit que personne en réalité n'a envie d'utiliser le charbon de bois, mais il n'y a pas autrement. Le gaz est rare sur le marché, surtout dans les stations-service. Chez les revendeurs qui stockent la quasi-totalité des livraisons, les 6 kilos sont à 5 500 francs. Il faut que l'État subventionne le gaz, s'exclame cet internaute qui dit qu'il faut aussi réformer le secteur au point où les bouteilles de gaz deviennent universelles afin que nous ayons le choix dans n'importe quelle station. Sylvain Houssou nous dit une forte pression sur nos ressources ligneuses sans aucun plan de reboisement concret serait à l'avenir fatal pour nous. Il faut donc réduire le prix du gaz domestique et promouvoir le charbon écologique en appuyant les jeunes entrepreneurs. Isidore Accordé dit oui, le charbon de bois est indispensable ici au Bénin. On peut sursoir à cela en milieu urbain. Mais la précarité presque généralisée des conditions de vie de nos populations fait qu'on ne peut l'interdire en milieu rural et périurbain. Je prends encore quelques commentaires. Jean Cocouz nous écrit: la commercialisation du charbon de bois est une activité très importante. Seulement, il y a un côté néfaste dans cette activité. Elle contribue à la déforestation et à la pollution de l'environnement. Cette activité met en péril nos ressources naturelles. Si elle doit continuer, il faudra trouver une solution palliative. Zinvo Edo Parfait nous écrit: continuer la commercialisation du charbon de bois au Bénin peut être une option à court terme pour maintenir les revenus des populations. Cependant, à moyen et long terme, il est crucial de diversifier les sources d'énergie et de promouvoir des pratiques durables pour protéger l'environnement tout en garantissant un accès à l'énergie à tous. Une fois n'est pas coutume, on va finir avec quelques commentaires qu'on a pu glaner sur Inks, la plateforme anciennement appelée Twitter, une série de tweets de ce côté-là. Senase Kenti nous dit: tant qu'il n'y a pas une autre alternative abordable pour nous, pour nos populations, évidemment, on doit continuer. Notre internaute qui nous dit: la question est mal posée. Je pense que la vraie question devrait être, je cite, est-ce que tous les Béninois sont capables d'acheter le gaz domestique? On va terminer avec le commentaire de Cécile qui dit: avec quoi nos mères vont cuisiner si ce n'est pas le charbon de bois? Interrogation. Donc, le prix du gaz domestique grimpe, on dirait, de l'or. Laissez donc nous utiliser nos bois. De toute façon, ce n'est pas nous qui polluons la planète. Comme vous l'avez remarqué, Eman Amégan, chers amis, les commentaires sont divers et variés, et ça reflète aussi l'opinion des internautes, l'opinion du public qui nous suit et que nous profitons également pour remercier en termes de fidélité. Merci Maurice Tantan. Et le commentaire qui me retient, c'est on n'est pas les plus gros pollueurs de toute façon.
bois ou pas bois, charbon ou pas charbon, les plus gros pollueurs sont ailleurs. Alain, c'est cela? Oui, c'est vrai, il a raison, il a tout à fait raison. Merci beaucoup à vous, Maurice Tantan, pour ces avis relayés. Au plaisir de vous retrouver demain pour, évidemment, d'autres avis. 5 sur 7 matin. Allez, on en vient à présent au deuxième sujet en débat. Il s'agit de l'assainissement de la berge lagunaire est de Cotonou et de ce nouveau moratoire qui est accordé aux occupants, même si on n'a pas encore réellement de date. Mais la façon, Alain, dont ça avait été annoncé, tambour battant, 6 janvier, vous devez partir. Le ton était militaire. Finalement, on se rend compte qu'il n'en est rien. Non, il ne faut pas dire ça. Parce qu'on a déjà vu le gouvernement au niveau de l'Ouest. De l'Ouest, on a réussi à le faire. La corniche. Et là, on se dit, bon, voilà, il faut continuer. Parce que ça, c'était un désastre écologique de voir nos berges lagunaires complètement envahies par les déchets solides ménagers et puis même plus. Donc, je pense qu'il faut encourager. Je pense que la démarche aussi, elle est bonne. Parce que, bon, on laisse le temps aux occupants de pouvoir se reloger, d'aller ailleurs. Et je crois qu'il faut saluer, je pense que parce qu'à l'Ouest, ça ne s'est pas passé comme ça. Et donc, il faut encourager le gouvernement à continuer à dialoguer et puis peut-être à rechercher les solutions avec les occupants. Parce qu'en réalité, occuper, c'est le domaine public de l'eau. Et toutes les lois, vous prenez la loi 4 sur l'environnement, vous prenez la loi portant gestion de l'eau de 2010 qui est claire là-dessus. Lorsque vous occupez les plans d'eau avec les exutoires et tout ce qui est autour, même les zones humides, vous êtes dans le domaine public de l'eau. Et donc, vous n'avez pas le droit de vous installer là. Donc, je pense que ça, c'est clair. Les différents gouvernements ont failli parce qu'il ne fallait pas laisser les gens. Donc, et je pense qu'au-delà de Cotonou, au-delà des berges de Cotonou, il faut aller voir ce qui se passe au niveau des autres zones humides que nous avons à l'intérieur du pays. Les gens aujourd'hui, ils agressent les berges, ils vont au niveau des berges à la recherche des terres fertiles et donc on assiste de plus en plus à un envahissement des plans d'eau et ça c'est quelque chose qu'il faut corriger. Donc il faut au-delà des berges lagunaires aller voir ce qui se passe au niveau des autres cours et plans d'eau. Donc c'est très important. Cécile Goudou, on voit que ce qui se passe là, c'est un réel désastre écologique. Vous avez des habitats de fortune, vous avez tout et n'importe quoi qui se produit au niveau de cette berge lagunaire là. Pourquoi est-ce que le gouvernement fait marche arrière selon vous? Non, je n'appellerai pas ça marche arrière. Peut-être qu'on a tiré quelques conclusions de la façon dont on a dégagé quand même la berge ouest en 2022, des lieux qui sont aujourd'hui assainis, électrifiés et sécurisés, ce que nous saluons tous. Peut-être que la manière dont ça a été fait quand même, on s'est assis après et puis on a tiré certaines conclusions. On en a tenu compte aujourd'hui dans la manière dont on va dégager la berge est. On a dit les discussions sont en cours, les populations sont allées rencontrer le ministre du cadre de vie, ils se sont entendus pour que ça se fasse de façon progressive, le temps qu'on leur accorde un peu de semaines ou de mois, je ne sais pas trop, pour pouvoir s'installer quelque part d'autre. Et ça aussi c'est important. Alors que le désastre écologique dont vous parlez aussi, c'est une urgence qu'il faut régler. Moi, la seule chose qui m'a désolée dans ça, c'est qu'on avait une date au départ. Après ces discussions, on n'a pas une nouvelle date. On ne sait pas jusqu'à quand vont s'étaler les négociations pour qu'on puisse dégager la berge lagunaire est. Parce que les enjeux environnementaux au niveau des berges lagunaires, notamment en métropole d'abord, c'est très important. Quand vous observez un peu dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est le même spectacle. Les berges lagunaires suscitent la pollution en devenant des réceptacles des eaux usées, les lieux d'étalement des déchets de toutes sortes, défécation à l'air libre. Et on s'en prend également à la biodiversité qui est sur place. Parce que quand vous observez un peu, ce sont des populations qui s'adonnent souvent à certaines activités liées à l'eau, qui adorent occuper ce domaine-là. Et comme le disait Alain, c'est un domaine public et nul n'est censé ignorer la loi. Qu'on leur accorde un peu de temps pour dégager ne veut pas dire, selon moi, une marche arrière. Mais comme je le dis, là où je serais vraiment peut-être déçue, éventuellement trouver des mesures sociales pour pouvoir les accompagner. Mais là où je serais déçue, que cette attente devienne indéfinie, longue, et qu'on observe ce spectacle, ce désastre écologique impuissant de l'autre côté de la berge, alors que du côté ouest, on a quand même pu faire de grands pas. Voilà. Alors Alain, justement, c'est sans doute les mesures sociales pour accompagner le déguerpissement qui pose problème. Oui, bon, déjà, il faut donner du temps, même si je pense que tous ces occupants savaient que de toute façon, un jour, ils quitteraient là. Ce n'est pas des gens qui ne sont pas informés qu'ils sont dans le domaine public de l'eau. Et donc, je pense que même si les gouvernements, par le passé, ont failli à leur mission,
les gens savaient qu'un jour viendra où on leur demandera de partir. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'une des mesures sociales, c'est déjà de donner le temps aux gens d'aller s'installer ailleurs. Et au-delà de ça aussi, c'est de voir en termes de mesures sociales, parce que les premiers occupants de ces berges-là, c'était des pêcheurs qui ont quitté quelque part à cause des activités de pêche. Essayer de voir par la suite comment on fait pour continuer à leur donner l'occasion de faire de pratiquer leur activité et de ne pas tout interdire. Donc je pense que ce qu'on recherche, c'est vraiment de pouvoir assainir. Mais après, les gens ils peuvent aller faire la pêche, mais il faut réglementer cela. Parce qu'on ne peut pas continuer avec cela, comme elle l'a dit, la biodiversité, je ne sais plus si elle existe autour donc, de ces plans d'eau-là. Avec tout ce que l'on observe là, on ne peut pas... Et je pense que les pêcheurs se rendent même compte que quand ils passent toute la journée, ils ne ramènent plus rien. Parce que avec la pollution qui est... Il n'y a pas que la pollution par les déchets solides ménagers. Hein. Vous avez, même avec l'essence qu'on transportait, tout finissait dans ces plans d'eau-là. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il faut souhaiter qu'effectivement le gouvernement aille jusqu'au bout. Très bien. C'est très important. Allez, madame, monsieur, on va s'interroger sur l'avenir de la planète avec le retour de Donald Trump au pouvoir. Il a multiplié hier, lors de sa cérémonie de prestation de serment, des annonces très peu compatibles avec les enjeux écologiques. Cécile Goudou, on l'a entendu dire qu'il va sortir à nouveau de l'accord de Paris, il va relancer la production des hydrocarbures, il veut redonner, dit-il, c'est maintenant que l'âge d'or de l'Amérique commence. C'est l'âge d'or de l'Amérique, mais l'âge vraiment noir pour toute la planète. Et ce que j'admire, peut-être que c'est de l'ironie, ce que j'admire chez Donald Trump, c'est sa constance, même quand il prend la mauvaise voie. Il est constant parce que ce sont des choses qui ne surprennent personne. Il avait sorti les États-Unis de l'accord de Paris lors de son mandat précédent. Et là, il revient avec les mêmes annonces. Alors, tout le monde s'inquiète, la planète retient son souffle. Si M. Trump doit mettre tout ce qu'il a annoncé là en œuvre, où est-ce qu'on ira? Et comme je l'ai dit, il est constant, donc il le fera. Il ne faut pas qu'on s'attende à autre chose. L'analyse qu'il faut faire derrière, c'est, face à tout ça, comment est-ce que le reste de la planète se comporte? Et au-delà des commentaires que moi je suis un peu, depuis que Donald Trump a annoncé ces mesures-là, moi je vois beaucoup plus le caractère laxiste, je ne sais pas si les mots sont forts, de tous ces accords internationaux qu'on signe, la COP et autres, parce qu'il manque un casier contraignant qu'on ne coche pas, qui fait que un État peut se lever un matin et dire, moi je me retire, je ne me conforme plus à ça, et vous donc continuez votre chemin. Et ça fait mal quand c'est les États-Unis, deuxième pollueur après la Chine, qui émettent plus de gaz à effet de serre, premier détenteur de réserves de gaz et de pétrole. Et Donald Trump qui insiste, on va forer encore. On va forer à tout va. À tout va, il a insisté, il l'a dit et il va le faire. Et quand c'est un pays comme ça qui dit, moi je me retire de l'accord de Paris, qu'est-ce qui reste de cet accord-là? La Chine qui dit déjà qu'elle n'est pas sûre d'être un pays développé, qu'elle est toujours en voie de développement. Et donc les contraintes imposées aux pays développés pour pouvoir accompagner le dédommagement, l'adaptation et autres, la Chine veut s'en dispenser. Les États-Unis, deuxième émetteur de CO2, disent, nous on se retire. Ça devient quoi, ces accords-là, ces rencontres internationales autour desquelles on discute? C'est la question que moi je me pose au-delà de la personne de Donald Trump. D'accord. Et si vous permettez, Herman, ça va être un gros recul également parce que beaucoup ont salué un peu des avancées sur le plan climatique, sur le plan environnemental sous Biden. Encore que Biden a fait beaucoup d'efforts, mais les résultats à l'arrivée n'étaient pas si probants que ça. Les États-Unis en 2024, par exemple, n'ont réduit leurs émissions que de 0,4%, malgré toutes les 1000 mesures que Biden a prises, arrêt de forage offshore, le large des côtes du pays, 174 milliards investis dans les initiatives climatiques et 75% de ces 114 milliards sont investis dans les États républicains. Et c'est par là que Trump veut commencer maintenant son entreprise anti-climat, si je peux le dire ici. Donc un président qui inscrit son pays à contresens de toutes ces mesures internationales prises pour protéger le climat, moi je me demande aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas une solution contraignante? C'est ma question sur cette Alain Tosunon, retour de Donald Trump au pouvoir, game over pour la nature. Bon, c'est l'histoire qui se répète et on n'est pas surpris, on s'y attendait déjà avec les élections et puis on savait qu'avec son élection, on va avoir donc une fois encore cette sortie-là.
Mais je pense que, comme elle l'a dit, c'est les accords, la nature des accords qui cause problème. Les accords ne sont pas contraignants, donc un président vient au pouvoir, il peut décider, je crois qu'en dehors du protocole de Kyoto qui était vraiment contraignant, on n'a pas eu vraiment un accord international sur ces questions-là qui soit contraignant. Donc le président peut se permettre de faire ce qu'il veut. Mais derrière tout ça aussi, je pense que Donald Trump ne pouvait pas faire autrement parce qu'il a besoin de l'argent et il sait très bien que voilà, il y a du pétrole qui est là, il peut continuer à forer. Donc il ne peut pas rester dans l'accord et encourager, doper la production d'hydrocarbures. Il a dit qu'il va décréter l'état d'urgence énergétique. Donc c'est ça. Donc en fait, il est dans sa logique. Il sait très bien qu'il ne peut pas continuer à doper donc la production donc des hydrocarbures et rester dans l'accord de Paris. Donc il est tout à fait. Mais derrière tout ça aussi, je pense peut-être c'est une fenêtre d'espoir. Parce que quand il était sorti en 2017 de l'accord de Paris, il y a certains États, il y a certaines villes comme New York et autres qui ne l'ont pas suivi, qui ont continué à mettre en place un certain nombre de mesures, d'actions. Et je pense que ça va continuer. Ça va continuer parce que on ne va pas dire que c'est toute l'Amérique, c'est tous les Américains qui sont climato-sceptiques, mais vous avez dans ce pays-là, dans ce grand pays-là, vous avez un certain nombre donc, de responsables politiques, un certain nombre d'États, un certain nombre de villes américaines qui, effectivement, choisissent de suivre tout ce qui est recommandation de l'accord de Paris. L'autre mauvaise nouvelle, c'est un peu par rapport aux contributions financières. Parce qu'on s'est félicité que, par rapport aux pertes et dommages, les pays donc, du Sud devraient être indemnisés. Aujourd'hui, si les États-Unis sortent de l'accord de Paris, c'est clair qu'on n'aura plus cette contribution financière donc, pour financer la transition énergétique, l'indemnisation, l'indemnisation des pertes et dommages. Et c'est là où les autres pays peuvent aussi, déjà qui n'étaient pas assez motivés pour financer ça, maintenant ils vont trouver encore une autre raison de pouvoir donc traîner les pas à vraiment soutenir ces pays-là. Justement, et c'est là où on a peut-être le droit d'avoir des craintes, de nourrir des craintes. Si les États-Unis se remettent à remettre la machine, d'autres pays comme l'Allemagne, comme la Chine vont eux aussi continuer à fourrir davantage. Ça, c'est clair, parce que dans certains accords, dans certaines décisions internationales, eh bien, les États-Unis constituent la tête qui traîne le wagon. Et si les USA se retirent de ces accords et ne veulent pas s'y conformer, les autres États n'avaient pas trop envie de le faire. C'est avec nonchalance qu'ils ont accepté. Même quand vous voyez la COP 29 à Azerbaïdjan, c'est douloureusement qu'on a accepté. Encore que les résultats obtenus n'étaient pas si ce qu'on espérait. Ouais. Et quand les États-Unis aussi vont dire aujourd'hui, non, on ne le fait pas, les autres n'avaient pas trop envie de le faire. L'Europe est confrontée aujourd'hui à des problèmes financiers, à des problèmes budgétaires. L'Europe fait face à d'autres contraintes qui ont fait que les Européens ont été très timides à Bakou, à Azerbaïdjan, quand on voulait prendre ces engagements-là. Et que Trump sorte les États-Unis de là, mais c'est un bon motif pour les autres qui ne voulaient pas le faire, de se dérober. Et c'est là aussi un gros danger qui nous guette. C'est pourquoi je me demandais, mais quand on va s'asseoir à négocier ces choses-là, après, qu'est-ce que ça devient? Un pays comme les États-Unis, si c'est une parenthèse, qui décide de sortir même de l'OMS, je me demande, toutes ces institutions internationales, tous ces accords, est-ce qu'aujourd'hui ça pèse le poids que ça devait peser? Mais ce qu'on oublie, c'est que quand on pollue aux États-Unis, les conséquences jaillissent sur les collègues. Mais ça arrive aussi à un moment où on a vu avec les incendies que la Californie a connu. Il y a eu les cyclones en Floride. Les cyclones en Floride, donc on ne comprend pas dans ce contexte-là comment on peut être climato-sceptique si c'est pas que c'est l'enjeu économique aujourd'hui qui domine. Merci beaucoup. En tout cas, une chose est claire, à côté donc du climato-sceptisme de Donald Trump et de ce que produisent les États-Unis, abattre des bois dans le nord du Bénin, c'est quand même assez réducteur. Oui, mais il ne faut pas oublier que quand on le fait, c'est que tout de suite on a les conséquences et qu'on n'a pas la même capacité de faire face aux conséquences. Voilà. Merci beaucoup à vous, Alain Tossono. Merci également, Cécile, pour vos analyses assez éclairées. On s'en arrête là aujourd'hui pour le forum de discussion. Juste après Marcela Rossi, ce sera pour la revue de presse. À tout de suite.